bonsoir à tous. Nous allons devoir commencer la session suivante. Pour cette session, nous avons deux éminentes personnalités qui vont nous parler de ce qu'il occupe comme activité au sein des organismes qui existent. L'objectif étant bien entendu de connaître que dans le secteur, il existe des organismes de financement avec des personnes qui ont travaillé toute leur vie dans le sens du financement. Et le deuxième point, bien entendu, c'est pour que toute l'assistance, nous qui sommes ici, ce n'est pas tout le monde qui connaît l'existence de ces organismes de financement. Il faudrait qu'on connaisse leur existence pour savoir aussi les mécanismes pour pouvoir y accéder. Et pour cela, j'ai l'immense plaisir d'accueillir donc deux personnalités. Dans un premier temps, nous allons parler avec le docteur Omran, qui va nous présenter l'AREI. Vous vous souviendrez que sortir de la COP 21 qui s'est tenue à Paris, il y avait des engagements forts qui ont été pris. Il aura le temps de nous en parler. De ces engagements forts, en a découlé l'initiative africaine pour les énergies renouvelables. Et Dr Omran donc, en fait partie. Il travaille avec l'IDU, si les informations qui sont arrivées à mon niveau sont bonnes. Et il va nous parler un peu de l'existence de cette initiative, ce qu'elle fait, quels sont les mécanismes pour pouvoir discuter avec l'initiative. Et après quoi, nous aurons une deuxième personnalité qui ne va pas être sur le plateau, mais qui va nous parler en ligne de Electrify. Donc pour l'instant, je voudrais qu'on laisse le temps au docteur Omran de pouvoir nous parler de l'AREI. Vous avez un quart d'heure pour vous exprimer et on passera à la deuxième présentation et il y aura donc une demi-heure par la suite pour la salle pour pouvoir poser des questions. Et je propose donc au moment de la question, je prendrai des séries de 3 questions et 3 séries de 3 questions. Je crois que ça peut être suffisant pour que nous puissions atteindre la demi-heure prévue pour cela. Voilà, qu'on s'entende là-dessus parce que, bon, il y a aussi la fatigue qui se lit un peu sur les visages. Sans plus tarder, on va laisser le docteur Omran rentrer dans le vif du sujet. Alors, bonsoir à tous. Je me permets de rebondir sur ce qui a été dit. On a fait un certain nombre d'aménagements parce que Dr Omran étant complètement anglophone, nous avons bénéficié d'un interprète qui est M. Mbouji. Donc je vais me permettre aujourd'hui de représenter la directrice par intérim de l'AREI, Dr Chantal Cole, vous faire la présentation et ensuite passer rapidement à la session des questions et réponses. Donc je me présente, je suis Madame Lala Adjaratou, je suis en charge de la communication pour l'initiative des énergies renouvelables en Afrique, financée par l'Union européenne et avec pour fiducie la Banque africaine de développement. Dr Omran Mohamed, ici présent, est PDG de Egypte Terrain, membre du comité technique de l'initiative, représentant la région Nord Afrique, donc notamment l'Égypte. Donc, on a eu tendance depuis ce matin à entendre AREI. Donc, j'ai envie de dire qu'on va s'appeler aujourd'hui AREI, même si ce n'est pas forcément en termes de sigle la façon avec laquelle nous nous prénommons. Donc, AREI, c'est l'initiative des énergies renouvelables en Afrique. Tout de suite, nous allons revenir plus ou moins sur les informations qui ont été données par le modérateur, notamment la création de cette initiative qui a été lancée lors de la COP 21, donc à Paris, sous l'engagement et l'initiative de plusieurs chefs d'État. Nous avons eu pour défi en 2015 de réaliser l'équivalent de 10 gigawatts de capacité atteint ou à atteindre avant 2020. On a généreusement atteint cet objectif-là en 2019, donc un an plus tôt. Et nous avons eu aujourd'hui pour défi, pour la deuxième période de cette initiative, donc de 2020 à 2030, d'atteindre et pour avoir comme nouveau défi de 300 gigawatts. Aujourd'hui, nous sommes dans cette phase-là, donc là, celle qui vient d'être terminée parce que nous n'avons pas encore officiellement
fait le forum qui définira la deuxième vague de ce défi-là, donc qui est prévu pour septembre au Maroc. L'arrêt en phase 1 de 2015 à 2020, donc comme je disais, a réussi à atteindre 10 gigawatts malgré la crise sanitaire que nous avons tous vécue en 2020. Nous avons pu réaliser 220 projets qui ont été retenus par le conseil d'administration d'arrêt, que je vais présenter plus tard, avec un investissement d'environ 21 millions d'euros. Nous avons identifié à travers l'Afrique, donc je pense qu'on est bien positionné en termes de timing avec tous les échanges qu'il y a eu tout à l'heure. Nous avons pu identifier environ 650 projets en Afrique grâce à un processus tout simple de labellisation, et je vous inciterai massivement à aller sur notre site www.ari, donc avec un i à la fin, .info, qui vous définit très clairement qu'est-ce que nous avons appelé labellisation pour les différents projets en Afrique que nous sommes en mesure de financer. Les différentes réalisations significatives, en tout cas aujourd'hui en termes du secteur de l'énergie en Afrique, c'est surtout la mobilisation des ressources. Donc plus clairement, aujourd'hui nous avons des structures privées, des PME qui sont dans la recherche continue de financement, et nous avons réussi aujourd'hui avec la première phase un défi de 21 millions d'euros en termes de financement, à accélérer l'adoption de différentes politiques de transition vers les énergies vertes et le développement d'écosystèmes favorables aux énergies renouvelables dans nos différents pays. En termes de gouvernance, pour être plus clair, nous avons un conseil d'administration qui est composé de 5 présidents membres votants. Nous avons représenté le président de l'Égypte, aujourd'hui représenté par Dr Omran. Nous avons la Guinée, qui est représentée par le membre du comité technique, qui est aujourd'hui directrice par intérim de l'initiative Dr Chantal Cole. Nous avons le Kenya, par ingénieur Gitonga. La Namibie, qui est représentée par le conseiller spécial du chef de l'État de la Namibie, Dr Ungari, et le Tchad, par également ingénieur Béatrice. Les membres observateurs, nous avons la FIDUCI, qui est la Banque africaine de développement qui au jour d'aujourd'hui héberge les locaux de l'initiative en Tunisie, l'Union africaine, l'Union européenne par ses financements et la France également, représentant ainsi les 10 pays signataires de la déclaration de Paris. En termes de secrétariat, comme l'a dit le modérateur au début, nous avons une unité indépendante de mise en œuvre, ce qu'on appelle l'IDU, qui est en charge justement de pouvoir gérer un peu tout ce que je viens de citer. Le comité technique, les 5 membres, notamment représentés ici par Dr Omran pour la région d'Afrique du Nord, et 3 observateurs. En termes de stratégie, les différentes stratégies mises en œuvre par l'arrêt aujourd'hui visent clairement à pouvoir établir des financements. Ces financements-là nous permettent de mettre en place des outils de mobilisation de ressources pour soutenir les différents efforts des pays africains et attirer pour ces pays africains-là et pour des projets des financements. Faciliter ces différents financements-là directs des projets, notamment par la labellisation et l'adoption conforme via les différentes lois de réglementation des différentes autorités en Afrique. On va tout de suite toucher le sujet de l'atelier qui est l'électrification hors réseau. Quel a été clairement le constat? Nous sommes limités aujourd'hui à un chiffre de l'Agence internationale de l'énergie qui stipule que 11% de la population mondiale, soit 770 millions de personnes, n'ont pas accès à l'électricité. Je considère que c'est un nombre assez élevé et aujourd'hui, notre petit atelier en RDC devrait se pencher sur cette étude-là pour gérer le réseau francophone. Cela pourrait éradiquer, grâce bien sûr à la mise en œuvre effective de tout ce que nous allons mettre en place par rapport aux actions d'électrification hors réseau.
Pourquoi électrifier aujourd'hui? Pourquoi utiliser l'énergie renouvelable? Parce que l'Afrique aujourd'hui compte 60% des meilleurs sites de production d'énergie. Et je pense qu'avec l'allocution du Premier ministre tout à l'heure, nous avons eu à être édifiés sur justement des sites, même ici en RDC, encore non exploités. Le rôle des mini-réseaux pour accroître l'accès à l'énergie. Aujourd'hui, nous avons des services énergétiques qui constituent une condition préalable au développement humain et au bien-être du développement en Afrique. Pour les pauvres, un accès accru à l'énergie signifiera un potentiel de vie grandement amélioré. L'initiative ARREE sur les énergies renouvelables met donc l'accès sur l'énergie comme l'un de ses principaux objectifs, avec la possibilité d'étendre et de reconnaître l'importance de ces solutions-là hors réseau et les exigences associées en matière d'incitation. Vous avez là défini les différents types, les différents rôles par rapport au mini-réseau. Et là, on va toucher le point, je pense, ce qui intéresse la plupart des personnes qui sont présentes aujourd'hui, c'est les moteurs de croissance des énergies renouvelables hors réseau. Comment on les aborde? Le premier point, qui pour moi est essentiel, c'est comment catalyser le financement grâce à des instruments innovants. Le second point, c'est le cadre fédérateur de la politique de réglementation pour créer un environnement propice à la croissance. Le dernier, c'est comment renforcer les capacités tout au long de la chaîne de valeur hors réseau et encourager l'entrepreneuriat. Alors, nous avons dans ce cas-là créé ce qu'on appelle un système qui engrange la stratégie de mobilisation de l'ARREE. Donc, on ne va pas revenir sur la stratégie qui avait été mise en place jusqu'en 2015. On va vous présenter celle qui est mise en place actuellement et qui prend effet pour la phase 2 de 2021 à 2030. Donc, la première chose, c'est la diversification et l'augmentation du financement, le renforcement de l'engagement des bailleurs, parce que nous avons eu des bailleurs sur le défi 1 qui ont encore une fois renouvelé leur engagement pour l'initiative pour la deuxième phase. Donc il va falloir que nous renforcions cet engagement-là. Le cadre politique de réglementation, qui pour ARREE est une priorité, la preuve de notre présence aujourd'hui. Avec le soutien de l'Union européenne, par exemple, nous avons réussi à établir, et ce rapport-là en finalisation, le rapport sur l'importance de la réglementation avec M. Patrick Prolier qui est dans la salle et qui fera une présentation certainement qui est de l'Union européenne de la TAF. Alors, là nous avons le cadre politique et réglementaire qui pourrait créer un environnement propice à la croissance. Donc, au risque de me répéter, aujourd'hui, l'ARREE, avec toutefois le soutien de l'Union européenne, comme je vous ai dit, s'emploie à pouvoir définir un cadre légal. Comment renforcer, ou quelle est la proposition de l'initiative pour renforcer les capacités tout au long du processus? Nous avons mis en place une cellule avec des consultants externes durant une certaine période, toujours en travaillant avec des équipes d'experts, et nous avons créé ce qu'on appelle ARREE Academy. Donc ARREE Academy aura, parce que pour l'instant c'est une vision de l'initiative, pour objectif de favoriser la compréhension des énergies renouvelables à travers l'Afrique et de faire en sorte que nous puissions former à nouveau des cadres légalement par rapport à tout ce qui sera défini dans les autorités de régulation. Il faut dire que l'Égypte, ici présent, a déjà procédé à la validation de quelques cadres en Afrique de l'Ouest, donc en Guinée. Donc des experts de l'autorité de la régulation et du ministère de l'électricité qui iront en Égypte, notamment au niveau de l'ECRE, pour ceux qui connaissent, pour établir un certain nombre de formations. Comment soutenir le processus politique, régional et continental? Aujourd'hui, nous avons décidé de développer un accès continu
à l'information via les différentes plateformes d'arrêt. Tout à l'heure, j'ai cité celles que nous utilisons de façon commune, donc arrêt.info, et à travers les différents points focaux pays. Donc, je suis allée très vite parce que je pense qu'aujourd'hui, nous avons des questions qui vont favoriser peut-être la compréhension de l'initiative, mais il va falloir retenir que l'initiative sur les agences, sur les énergies renouvelables en Afrique, donc ARRE, continuera de travailler pour une accélération de l'adoption de la politique, de transition des énergies renouvelables et le développement de l'écosystème des énergies renouvelables au niveau national. Il devrait être réalisé normalement en tirant parti des différentes plateformes techniques que nous faisons au cours de l'année. Donc nous en avons une qui a pris fin il y a un mois à Tunis, donc au siège de la Banque africaine de développement, pour le renforcement des capacités, l'apprentissage entre pairs et le partage d'expériences de la connaissance de la mise en réseau. Donc je ne vais pas terminer mon propos sans employer la dernière phrase de la directrice de l'ARRE en disant que nous sommes ouverts à la collaboration, nous sommes ouverts à l'apprentissage, surtout par rapport aux autorités de régulation de Kinshasa, et nous sommes volontaires pour toute question ou demande durant cette semaine d'atelier. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Surtout, merci d'avoir tenu dans le temps imparti. Je voudrais juste me rapprocher de la technique pour savoir si monsieur Collin est en ligne. Très bien. On me fait signe qu'il est en ligne. Donc, alors, pour parler, avant que monsieur Collin n'intervienne, c'est une éminente personnalité qui, après 15 ans d'expérience dans le financement des projets énergétiques, essentiellement sur les énergies renouvelables. Il a travaillé initialement chez EDF, chez Dexia et le groupe BNP Paribas, Fortis. Et après cela, il met donc son expérience depuis 2018 dans le financement, dans le Fund Manager depuis 2022. Donc il a rejoint donc Electrify, et qui est donc un fonds de financement, financé plutôt par l'Union européenne, et géré par l'EDFI MC. Voilà, c'est donc la société de gestion des fonds qui sont logés au niveau de Electrify. Voilà, c'est un peu de ce fonds que va nous parler M. Jean-Denis Collin, à qui je passe la parole tout de suite. Si vous êtes prêt, c'est à vous, M. Jean-Denis. Vous avez un quart d'heure pour la présentation. Ça fonctionne. Voilà, je n'ai pas activé mon micro, c'est à présent le cas. Donc, bonjour à tous, merci beaucoup pour l'organisation de la demande. On reçoit faiblement, si la technique peut essayer de régler un peu le souci, s'il vous plaît. J'essaie de me rapprocher du micro. Est-ce que vous m'entendez mieux? Allô? Oui. Non, donc voilà, je vous remercie donc de l'opportunité de présenter Electrify et l'opportunité et qui nous sommes. Donc, concrètement, si vous pouvez passer au slide suivant. Donc, Electrify est un véhicule de financement en fait, qui était créé par l'Union européenne et en collaboration avec les banques de développement européennes, donc les 15 DFIs que sont Bio, Proparco, FMO et autres. Une initiative commune avec la Commission européenne pour justement catalyser des fonds pour essentiellement le développement des énergies renouvelables hors réseau. Évidemment, l'accès au financement est clé et la création d'Electrify en fait fait suite à un constat fin 2015 du manque de financement en fait pour ces projets hors réseau et pour les projets en général qui étaient trop petits ou trop risqués ou pas suffisamment prouvés pour les financeurs traditionnels que sont notamment les DFIs.
Et donc, EDFI Management Company, qui est la société gérant Electrify, a été créée à cette occasion. Entre-temps, EDFI Management Company a développé son offre de financement au-delà d'Electrify. Nous gérons également une facilité qui s'appelle Agrify et qui est similaire mais centrée sur l'agriculture. Et nous sommes également en train de mettre en place un certain nombre de programmes de garantie. Si vous pouvez passer au slide suivant. Donc, en attendant, je vais déjà le commenter. Donc, Electrify, jusqu'à présent, c'est un total de 277 millions d'euros disponibles pour des investissements catalytiques dans des projets d'énergie renouvelable, essentiellement décentralisés, donc hors réseau. On en a investi jusqu'à présent un peu plus de 125 millions auprès d'une quarantaine de sociétés et de projets. Et en fait, Electrify est composé de différentes sous-facilités. Ce serait idéal, en fait, si vous pouvez passer au slide suivant, qui illustre mes propos. Voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir, Electrify était initialement une facilité globale, et ensuite nous avons levé un certain nombre de ce qu'on appelle country windows, ou donc des fenêtres pays dédiées à des pays spécifiques. On a commencé par le Bénin, la Côte d'Ivoire, Nigeria, Zambie. On a ensuite lancé une deuxième vague, Kenya, Ouganda, Eswatini, Burundi. Et actuellement, en fait, on est en train de contractualiser avec la Commission européenne 3 fenêtres pays additionnelles qui sont le Mozambique, le Bénin et alors le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la RDC. RDC prend un montant de 15 millions d'euros, donc à nouveau dédié à des investissements catalytiques dans des projets d'énergie renouvelable, essentiellement hors réseau. Si vous pouvez passer au slide suivant. Le slide suivant, c'est en fait, ce slide est à propos de nos critères d'éligibilité. Donc, comme indiqué, nous nous focalisons exclusivement sur l'énergie renouvelable. La plupart de notre portefeuille actuellement consiste en des projets photovoltaïques. On a également des petits projets de biomasse. On a également des projets de petits moyennes hydro. Les business models, donc à nouveau, on est essentiellement sur de leur réseau. Il y a soit des kits solaires, donc des solar home systems. On finance également des mini-réseaux, on finance des projets d'électrification de clients commerciaux et industriels. Donc là, il s'agit essentiellement de projets photovoltaïques sur toiture. On finance également des petits producteurs indépendants d'électricité, donc des IPP. Et voilà, alors on regarde également à d'autres modèles d'affaires qui sont un peu plus innovants, comme l'efficacité énergétique ou le clean cooking. Parmi nos autres critères, c'est la viabilité commerciale des projets. Donc clairement, nous on ne finance pas on n'apporte pas de grants, donc on apporte de la dette ou des fonds propres dans des projets qui peuvent démontrer une certaine viabilité économique à long terme ou à moyen terme sous des hypothèses raisonnables. Donc ça c'est un aspect clé de notre mandat. Naturellement, on gère des fonds publics, donc qui sont des fonds de l'Union européenne. Donc il est clair que nous adhérons aux standards environnementaux, sociaux et de gouvernance les plus élevés, à savoir notamment les critères de performance de la SFI, IFC. Et enfin, un autre critère important, c'est le track record. Donc, clairement, on investit dans des projets qui ont déjà démontré une certaine viabilité, mais aussi qui ont démontré sur le terrain que ça fonctionne. Donc, voilà, on n'apporte pas du capital vraiment de cible de recherche et développement, mais plutôt dans des projets ou des technologies qui sont prouvées. Et alors là où c'est vraiment intéressant, c'est que clairement Electrify a un mandat d'additionnalité, un mandat d'apporter du capital catalytique qui permet justement à d'autres de se joindre autour de table. Et donc de ce fait, on a une offre de financement qui est très flexible,
On investit à la fois en fonds propres ou en dette. Et au niveau de la dette, ça peut être à la fois de la dette senior ou de la dette junior. Et c'est en fait au cas par cas qu'on étudie notre plus grande additionnalité et selon quel instrument ça fait le plus de sens pour Electrify d'investir dans un projet donné. Et alors, on investit des tickets qui vont de 1 demi-million d'euros à 10 millions d'euros, sachant qu'on n'investit jamais plus de 50% des besoins de financement. Donc, on est toujours en cofinancement, mais pas forcément au même niveau, au même ranking que les co-investisseurs, avec toujours cette idée justement de catalyser d'autres prêteurs ou investisseurs qui sont en général plus traditionnels. Et donc, justement, ce qui illustre, si vous pouvez passer au slide suivant, s'il vous plaît. Ce qui illustre justement ce côté catalytique, c'est le nombre et la diversité des institutions avec lesquelles nous avons travaillé et nous travaillons toujours. Donc voilà, ça peut être à la fois des DFIs, donc des banques de développement, qui sont Norfund en Norvège, Bio en Belgique, Proparco. On a aussi pas mal travaillé avec un fonds qui s'appelle REPP, qui est un fonds financé par le gouvernement britannique. Il y a le FMO aux Pays-Bas, la Banque européenne d'investissement. Et alors également des investisseurs privés qui s'appellent Sunfunder, Oiko Credit, un certain nombre de fonds d'impact, Triple Jump. On a aussi fait un investissement avec les Américains de Breakthrough Energy, qui est une initiative de Bill Gates. Donc voilà, de nouveau, chaque transaction, on travaille avec des nouveaux investisseurs, toujours avec cette idée de voir comment on peut attirer d'autres parties et permettre au projet d'attirer des financements et boucler le tour de table. Si vous pouvez passer au slide suivant. Voilà, comme je le disais au début, donc on a au total 277 millions de fonds disponibles, de fonds en gestion au niveau d'Electrify, et donc jusqu'à présent on en a investi environ 125, donc environ un tiers. Et donc là on voit ce slide démontre essentiellement l'évolution du capital qu'on a déployé jusqu'à présent. On investit en général 20 à 30 millions par an, ce qui représente une moyenne de 10 investissements par an. Toujours extrêmement adapté à la situation. Donc, ce sont des investissements qui en général prennent pas mal de temps à être mis en place parce qu'ils sont très tailor-made, pour le dire en anglais, donc très, très spécifiques à chacun des projets ou chacune des sociétés qu'on supporte. Si vous pouvez passer au slide suivant. Voilà, juste ici ce slide, juste pour illustrer de nouveau le fait qu'on a investi quand même à un stade assez précoce des projets ou des entreprises. Donc, il y a environ un tiers de notre portefeuille, ce sont avec des startups, un autre tiers avec des scale-up, donc des sociétés un petit peu plus matures, mais toujours dans une phase de croissance assez élevée, mais qui correspond aussi aux phases de risque les plus importantes. On a investi environ 15% de notre portefeuille dans des fonds d'investissement. Voilà, donc ça c'est clairement moins notre activité au jour le jour. Et alors il y a 15% de ou plutôt une dizaine de pourcents de notre exposition jusqu'à présent qui est avec des SPV, donc plutôt des sociétés projets. Donc là où on est vraiment plus sur un projet que sur une entreprise plus globale. Mais donc de nouveau, je pense que c'est intéressant de revenir de ce graphique, c'est que 70% de notre portefeuille jusqu'à présent, c'est avec des startups ou des scale-up, donc vraiment avec des sociétés en phase de croissance, mais également là où en général il est le plus difficile de lever des fonds, particulièrement en Afrique subsaharienne, où il y a moins d'investisseurs style private equity ou venture capital en général dans le marché. Si vous pouvez passer au slide suivant. Au niveau de la RDC, donc comme je disais, on est en train de finaliser la contractualisation avec la Commission européenne et la délégation de l'Union européenne de Kinshasa d'une fenêtre Electrify dédiée au pays, donc d'un montant de 15 millions d'euros. Et alors, ce qui est naturellement toujours le cas avec ces fenêtres pays, c'est qu'elles sont naturellement alignées avec la politique
du pays en question et la politique de l'Union européenne dans le pays. Ici, plus particulièrement, c'est en parfaite adéquation avec le plan d'action de l'Union européenne en RDC. Et cette raison, nous allons nous focaliser justement sur le financement et l'investissement dans des projets qui vont augmenter la capacité d'énergie renouvelable et l'accès à l'énergie renouvelable autour des 5 paysages qui font l'objet de la priorité, d'une des priorités du programme de l'Union européenne, qui est l'Alliance pour le développement durable. Et donc ces cinq paysages sont justement Garamba, Salanga, Virunga, Upemba et Yangani. Donc notre action sera vraiment focalisée sur le développement et sur l'accès à l'électricité et à l'énergie renouvelable dans ces régions, dans ces paysages. En parallèle, enfin, et toujours dans cette même perspective, nous allons naturellement aussi travailler en collaboration et en total alignement avec la stratégie de Lancer en matière d'électrification, notamment via la construction de mini-réseaux et ou l'extension de réseaux existants. Et plus globalement, en fait, nos différents champs d'action seront à la fois le développement des capacités de production d'énergie renouvelable, soit naturellement via des projets hydroélectriques, photovoltaïques, mais également des projets de cogénération. Ça pourra aussi également inclure ce qu'on appelle le rétrofitting de centrales existantes pour fuel. Ça pourrait également inclure l'activité de commerce et de fourniture d'électricité. L'accès à l'électricité naturellement pour les ménages, mais aussi pour les petites et moins petites entreprises. Et plus globalement, améliorer l'efficacité énergétique, mais aussi l'accès à tout ce qu'on appelle productive use equipment, donc à savoir tout l'équipement susceptible de générer une activité économique, mais qui est basé sur une source d'énergie électrique. Ça pourrait être des moulins, ça peut être des pompes d'irrigation, et de nouveau en vue d'augmenter le développement sustainable autour des cinq paysages qui font partie des priorités de l'Union européenne en RDC. Voilà, c'est tout pour ma part. J'espère que ça a été clair pour vous, et n'hésitez pas à faire part de vos questions et répondre, de vos questions en tout cas, et j'y tâcherai d'y répondre. C'est bon? Merci, Monsieur Collin, et merci d'avoir tenu aussi le pari du temps. À présent, nous allons ouvrir la séance des questions. Comme je l'avais annoncé, on va prendre 3 séries de 3 questions. Et pour les personnes qui vont poser des questions, une petite précision. Prenez la peine d'indiquer dès le départ à qui la question est adressée par rapport à nos 2 présentateurs. Ce qui va d'autant plus nous faciliter un peu la répartition de la parole dans la salle. Donc, on peut commencer par la première série. Je prends donc 3 questions. Oui, vous faites passer le micro, là, baladeur, s'il vous plaît. Bonjour, j'ai une question pour Madame Daré. Que pouvons-nous faire pour que la RDC figure dans votre liste des pays financés par l'ARE? Et j'ai aussi une question pour Monsieur Collins d'Electrify. Vous avez parlé d'un projet de 15 millions de dollars en RDC. De quoi s'agit-il? Merci. Une deuxième question, s'il vous plaît. Oui, faites passer le micro. Je suis Agbetor Kodjovi de l'autorité de régulation du Togo. J'ai une question pour Madame.
c'est par rapport à la question du président du Bénin, par rapport à l'équilibre du réseau. Si on fait la promotion des énergies renouvelables par rapport aux énergies photovoltaïques en Afrique, à terme, est-ce qu'on peut équilibrer le réseau? Bon, je ne suis pas technicien, mais est-ce que l'Afrique, en produisant l'électricité à base du solaire, à terme, est-ce qu'on peut stabiliser le réseau? Merci. Une dernière question. Bonsoir. Olivier Mazara de Arcel Congo, Brazzaville. Alors, ma question est la suivante. En matière d'électrification hors réseau, force est de constater que dans nos pays, il y a pas mal de lacunes qui sont observées, notamment dans la gestion de l'accès à l'électricité en matière notamment de modélisation financière et du sens financier de manière générale. Alors, je suis en train de me poser la question, cela limite fortement les investissements qui doivent être apportés dans nos pays, parce que les risques sont tellement élevés par manque de mécanismes. Alors, j'aimerais savoir quelles sont les mesures qui permettraient de pouvoir y remédier, c'est-à-dire quels sont les mécanismes qui sont employés pour pouvoir permettre que nos pays, notamment, qui manquent d'expérience en matière de modélisation financière, pourraient justement bénéficier de ces investissements dont nos pays ont besoin pour l'électrification hors réseau. Merci. Alors, si je comprends bien, les trois premières questions sont adressées en particulier à l'AREI. Donc, je rappelle la première question. La RDC n'était pas sur votre liste de financement. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire à peu près pourquoi? La deuxième question, si on fait la promo des énergies renouvelables en Afrique, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème d'équilibre du réseau? Deuxième question. Et la troisième, c'est pour parler de l'électrification au réseau. On rencontre beaucoup de lacunes, dans le cas, surtout en termes de modélisation des financières. Et pour cela, est-ce qu'il existe des financements à apporter pour qu'on puisse remédier à ce problème de lacunes sur la modélisation financière? Voilà un peu ce que j'ai retenu dans les questions qui ont été posées principalement à l'AREI. Et ensuite, il y a une dernière question pour Electrify. On a noté qu'il y avait sur la liste qui était affichée, il apparaissait 15 millions pour la RDC et on aimerait bien savoir où sont passés les 15 millions, dans quoi, dans quel projet ils sont passés. C'est un peu ça? Ah, oui, c'est ça. Dans quel projet les 15 millions sont-ils passés? Voilà, ont été investis. Voilà. C'est dans le futur. Ah, d'accord, c'est dans le futur, donc on veut savoir dans quel projet vous allez investir les 15 millions d'euros qui ont été présentés sur le tableau. L'AREI, vous avez la parole. Alors, je vous remercie. Donc, comme je disais, je vais répondre à la première question de la directrice de l'autorité de régulation concernant la RDC. La RDC fait partie des pays en liste et en charge par arrêt. Comme tous les autres pays, l'initiative gère l'Afrique, donc sans élimination aucune d'un pays. Nous avions même ce matin le point focal de la RDC qui était présent, qui est malheureusement absent cet après-midi, et qui a pour charge justement de générer via la plateforme qui a été créée toutes les réunions, donc toutes les plateformes hybrides et d'intégrer les projets de votre zone, donc de votre région, et de nous les faire parvenir pour que nous puissions parvenir les labelliser. En termes de visibilité, comme vous aviez dit, en RDC, vous n'aviez pas d'autorité de régulation. Donc, pour vulgariser
l'autorité que vous représentez aujourd'hui, nous avons, juste après cet atelier-là, décidé de vous intégrer dans la newsletter que nous avons mise en place pour la vulgarisation des actions et des activités, et surtout pour la promotion, comme l'a dit l'un des participants tout à l'heure, en réponse à toutes les lacunes qui ont été, ou à toutes les anomalies qui ont été plus ou moins remontées durant la dernière année. Donc la RDC fait bien partie des pays couverts par l'initiative ARRET. Donc sur les deux autres questions techniques, Dr Omran va prendre la parole et peut-être se présenter avant parce qu'il n'a pas parlé depuis, et pouvoir répondre aux deux autres questions. Merci. Thank you. First of all, I would like to thank the government of DRC for hosting us, and also for Madam CEO of the regulator of DRC, and also for the regulator for Francophonie. I hope I can answer all the questions, but my colleague answered to Your Excellency about DRC, and we are ready to help. Even if you need help from our side, we are ready. Premièrement, je voulais d'abord remercier la République démocratique du Congo de nous avoir donné l'occasion de venir à Kinshasa et de participer dans ces assises. Je voulais aussi également remercier Madame la DG pour nous avoir donné aussi cette opportunité. Je crois que ma collègue a répondu brièvement à la première question, et moi je vais peut-être voir comment est-ce que je vais aborder les deux dernières questions. And for the project, as my colleague said, that we have two processes for projects: adoption project, and the other one is legalized project. And DRC one of the benefit from all these projects. And but the most important thing is the training or capacity building. Ainsi, je peux vous confirmer que la RDC est déjà sur notre liste de financement. Je crois que cela passe par de traitements, de procédures, mais ce qui est important, c'est qu'on doit mettre en place une structure de formation ainsi qu'une structure de renforcement des capacités. And we are ready for DRC or any other countries to have a peer review, especially for regulation. Et ainsi, nous sommes prêts pour la RDC, aussi bien que pour d'autres pays, pour qu'on puisse avancer avec eux dans ce sens-là. And we rely on the cooperation, South-South cooperation and North-South cooperation. For South-South cooperation, I think we have many countries in Africa have a good experience in regulation. Ainsi, nous nous attelons sur la coopération sud-sud et la coopération nord-nord, et nous savons que plusieurs pays, dans le cadre de la coopération sud-sud, ont beaucoup de l'expérience quant à ce, et nous nous attendons vraiment à cela. If we take Egypt as an example, we have about 23 years experience in regulation. Morocco, Tunisia, also South Africa, Namibia, Kenya and other countries have a regulator and a strong regulator, and we can exchange experience in success and failure, and we can avoid any failures in the future. Ainsi, si je peux vous confirmer que l'Égypte a déjà une expérience de plus de 26 ans dans le domaine de la régulation, aussi bien que les pays comme le Maroc, la Tunisie, l'Afrique du Sud, les Kenyans. Et je crois que vous pouvez aussi apprendre de ces pays qui maîtrisent déjà le secteur ou bien les domaines de la régulation. And allow me to offer here a training program for any African countries to help them to establish a regulator or to strengthen their regulator through ARI in cooperation with Egypt. Et ainsi, je vais vous accorder une expérience, je voulais vous accorder une opportunité dans le cadre de ces assises, qui a une opportunité pour la formation, le renforcement des capacités organisées par le gouvernement égyptien, afin de voir comment est-ce que vous pouvez stabiliser votre politique de régulation. For the stability, the question about the stability of the grid for solar grid in large scale projects, I think we have also experience in Egypt for large-scale projects. Ainsi, pour la troisième question qu'on m'avait posée sur la stabilité du réseau pour les projets solaires, je crois que l'Égypte aussi regorge une expérience très forte dans cette matière.
we have now about 7,000 megawatt from solar and wind, and we have the largest solar park, or one of the largest solar park in Bimban in Aswan. And if you have a certain limit for, or a certain amount of renewable energy, the stability of the grid is easy. But if you exceed percentage of the grid, I think 25% you need something to do it in technical things to do it in the grid to have the stability. Ainsi, je veux vous confirmer que déjà au niveau de l'Égypte, nous gérons déjà plus de 70 000 mégawatts en production solaire ainsi qu'en production éolienne, et cela est vraiment bien réglementé. Même si vous dépassez à hauteur de 20%, on va voir comment est-ce qu'on peut le capturer pour la stabilité du réseau. Because we have in Egypt about 20% only from renewable energy, and the grid is about 60,000 megawatt, and the renewable energy without the hydro is 6,000 or 7,000 megawatt. Donc, comme en fait, la portion, la quantité relative à l'énergie renouvelable constitue les 20% et de notre production sur les 70 000 mégawatts. For raising the question about raising the fund, I think is a very good question, because it's the problem of most of the African countries. Et quand vous avez fait allusion à la mobilisation de fonds, je crois que cette question, c'est une question épineuse qui se rapporte à plusieurs pays africains. Especially those countries has a high risk. Spécialement dans les pays où on retrouve des risques très élevés. And we try in area to have a mechanism for tackling this issue. Et nous, à notre niveau, nous avons mis en place des mécanismes pour voir comment est-ce que nous pouvons adresser ces problèmes de risques élevés dans ces pays. And we already have a guarantee mechanism in the World Bank, in the EU, and we try to help the African countries in this issue. But the most important point is the African country must help themselves. Ainsi, nous avons déjà sécurisé un lentissement, une garantie au niveau de l'Union européenne. Mais la chose la plus importante, il faut aussi que les pays africains eux-mêmes réduisent ou atténuent les risques dans leurs pays respectifs. First, to attract the private sector, and en vue d'attirer le secteur privé. And to prepare the environment for attracting private sector. Et dans le souci de préparer un environnement pour attirer le secteur privé, the legal framework to attract the private sector is very important. Un arsenal juridique est tellement important pour que ça soit mis en œuvre et exécuté même dans le pays. Strong regulatory agency is very important also. Et avoir aussi des institutions de régulation qui sont fortement équipées et qui travaillent dans les meilleures conditions. Local finance from the country is very important. Aussi, avoir aussi de financement au niveau local est aussi un élément important pour attirer des investissements privés. So it's the role of the country to see what is the problem and how the country can solve this problem. Le gouvernement a la tâche de créer un environnement d'affaires approprié pour voir de quelle manière les investissements privés peuvent être attirés vers leurs pays respectifs. Merci beaucoup. On ouvre donc une deuxième séquence de questions, s'il vous plaît. Questions? Ah, avant qu'on ne puisse ouvrir la deuxième séquence, je pense qu'il y a une question qui a été adressée à M. Collin. Monsieur Collin, vous êtes toujours en ligne? Je suis toujours là, oui. Bien, alors, que ferez-vous des 15 millions annoncés pour la RDC? Dans quel projet vont-ils aller? Alors, effectivement, merci pour la question. Donc, désolé si c'était insuffisamment clair dans ma présentation. Et donc, effectivement, ces 15 millions sont une nouvelle enveloppe en fait, de l'Union européenne pour le Congo. Ils sont en train d'être, on est en train de finaliser la contractualisation et donc ils vont être disponibles dans les mois qui viennent.
Et ces 15 millions vont être disponibles pour des projets d'accès à l'énergie renouvelable au sens large, dans et autour des cinq paysages, des cinq zones protégées qui sont une des priorités de l'Union européenne en RDC. Et ces zones sont la Garamba, Virunga, Salonga, Upemba et Yangambi. Donc ça inclut les parcs nationaux, mais aussi toute la zone autour, avec justement pour objectif d'accroître le développement économique de ces zones via un accès amélioré et un accès à l'électricité via un accès à l'électricité produit par des ressources renouvelables. Concrètement, ça signifie que nous on est en train déjà de construire un pipeline de projets. Évidemment, on n'en est qu'à nos débuts. Par exemple, on pourrait imaginer que nous facilitions l'acquisition d'équipements électriques pour un usage productif dans ces zones, mais également nous travaillerons au financement et à l'investissement dans des projets de mini-réseaux, par exemple, mini-réseaux photovoltaïques ou hydroélectriques dans ces zones. Ça pourrait également consister à étendre les réseaux existants, donc des réseaux électriques existants. Donc voilà, on est ouvert à différents types de projets. Là où c'est, je pense, intéressant, et là où ça rejoint justement cette question de l'accès au financement, c'est aussi un des rôles d'Electrify, justement d'apporter des fonds que l'on qualifie de catalytiques, donc on prend clairement plus de risques que la moyenne, on prend plus de risques que les banques du développement, avec justement pour idée qu'elles puissent nous rejoindre à un stade ultérieur. Et je pense que le meilleur exemple de cela, c'est Nourou, dans le Kivu. Electrify a été le premier investisseur dans Nourou, aux côtés d'un fonds d'investissement français qui s'appelle Energy Access Ventures. Donc Electrify et Energy Access Ventures ont tous les deux investi les premiers euros dans Nourou, qui a permis la construction du premier projet de 1,3 MW à Goma. Et par la suite, en fait, se sont joints à nous, notamment Proparco, et alors tout récemment, une série d'investisseurs qui inclut notamment un développeur international basé en France, Voltalia, pour un montant de 40 millions de dollars qu'ils ont levé et signé il y a quelques jours. Et je pense que ça illustre parfaitement le rôle catalytique de Electrify. On intervient à un stade très précoce des projets. On aide à financer la phase de croissance de l'entreprise. Et quelques années plus tard, des acteurs plus traditionnels, en général avec un appétit au risque plus faible, nous rejoignent parce qu'on est aidé à prouver le concept, on a aidé à construire un pipeline. Maintenant, Nourou en fait travaille sur une série de concessions en RDC. Outre Goma, ils sont aussi l'exploitant d'un projet à Garamba, et alors ils travaillent sur une série d'autres concessions, ce qui leur a permis justement de lever 40 millions de dollars d'equity. Donc voilà, dans les 15 millions, pour être clair, 15 millions ne sont pas encore investis. Cet investissement dans Nourou a été fait préalablement avec une autre sorte de fonds, toujours de l'Union européenne, mais ce qu'on appelle la fenêtre globale.
Et maintenant, on aura cette fenêtre de 15 millions disponible exclusivement pour la RDC. J'espère que ça clarifie. Très bien. Visiblement, le régulateur est intéressé de savoir à peu près où il ira, et il est tout à fait dans son rôle. Je pense que vous pouvez vous rapprocher pour en discuter de façon un peu plus en direct avec Electrify. Question, priorité à la salle, bien entendu. Oui, passez le micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je voulais poser la question à notre ami que je vois à l'écran là. Je n'ai pas maîtrisé son nom. Monsieur Collin. Oui. Oui. Moi, c'est le conseiller Ababi, collège mine énergie à la présidence de la République. Je fais d'abord un constat. Je trouve que le Kivu, là qu'il a cité, où on veut diriger les 15 millions, il y a un problème d'ensoleillement, mais curieusement, c'est là où on veut que l'énergie hors réseau puisse être bien exploitée. Je suis en train de me demander, la plupart des opérateurs économiques ont du mal à investir dans des zones à conflit. Y aurait-il une autre motivation qui amènerait notre ami là à aller investir dans cette région conflictuelle et où il y a un problème d'ensoleillement? Merci. Merci beaucoup. Moi, c'est Issoufou Oumarou. Je suis de l'autorité de régulation du secteur de l'énergie du Niger. Donc, ma question, c'est par rapport à l'ARI, je crois, c'est ça. Voilà. Donc, j'ai constaté dans votre présentation, vous avez parlé, donc, vous avez identifié 650 projets grâce à un processus de labellisation. Donc, j'aimerais savoir combien de temps ça vous a pris d'identifier 650 projets. Ça, c'est ma première question. Et ensuite, combien de projets vous avez réalisés ou vous avez aidé à réaliser dans ces 650? Je vous remercie. Merci. Héritier de Nourou, j'ai des préoccupations. La première s'adresse également à REI. Vous avez bien mesuré votre objectif pour la première phase qui était de 10 gigawatts. Mais je n'arrivais pas à percevoir si vous avez produit ou vous avez financé les 10 gigawatts ou vous avez contribué à matérialiser les 10 gigawatts, parce que c'est énorme. La deuxième préoccupation, c'est une petite observation qui me fait mal aussi au cœur. J'ai l'impression que nous minimisons la puissance de la technologie photovoltaïque. La question des balances de tension ou des réseaux, pour moi, elle ne devait pas être un problème. Nous sommes à Goma, nous produisons 11 000 volts et nous avons des transformateurs ABCR tout au long de notre réseau qui permet à ce que les derniers consommateurs, que ce soit monophasés ou triphasés, tous ont accès à un service de qualité. Et il y a une étude qui a été menée par UC Berkeley aux États-Unis. Ils sont venus vérifier la qualité des services qui étaient fournis par les mini-grids, qui étaient hyper supérieurs par rapport même au grid national que nous recevons. Donc pour moi, la question serait ici, attaquer les régulateurs, anticiper cette question d'interconnexion. Mais la stabilité des réseaux avec la technologie, cela pour moi ne se justifierait pas. Ça, c'était une observation que je voulais quand même mettre. Merci. Voilà, nous avons atteint notre série de 3 questions pour l'instant. Donc il y en a 2 qui s'adressent à l'AREI. Et une question à Electrify. Electrify, on aimerait savoir, c'est parti d'un constat du fait que les investisseurs ont un peu de la frilosité à investir dans des zones de conflit. Donc, vous êtes plus ou moins interpellé par rapport à la situation ici en RDC Congo. Pour les 2 questions de l'AREI,
vous avez parlé de 650 projets qui ont été identifiés. La question a été en 2 volets. On veut savoir en combien de temps vous avez pu faire ce listing de 650 projets et combien de ces projets-là ont été effectivement réalisés. Ensuite, la dernière question, vous avez parlé de la première phase qui est de 10 gigawatts. Est-ce que ce sont 10 gigawatts déjà produits ou financés? Est-ce que j'ai bien repris les questions? Très bien, à vous le micro. On pourra peut-être demander à M. Collin de répondre dans un premier temps, le temps qu'il finisse la traduction. M. Collin? Ok. Oui, absolument. Donc, tout d'abord, je voudrais clarifier donc, cet investissement qu'on a réalisé dans Nourou, une société dont le premier projet est effectivement à Goma, a été réalisé en fait avec des fonds qui ne sont pas ceux que nous avons ici à disposition, l'enveloppe de 15 millions dédiée à la RDC. Maintenant, à la question de savoir pourquoi on a investi à Goma, écoutez, c'est simplement une question d'opportunité dans le sens où Nourou a été créé essentiellement par un citoyen américain qui à ce moment-là résidait à Béni. Il a créé cette société avec des partenaires congolais. Il avait initialement un premier projet en fait à Béni qui ne s'est pas matérialisé. Il a réalisé un second projet à Goma. Pour nous, cette opportunité représentait une opportunité unique en fait de démontrer justement qu'Electrify réalisait son mandat d'aller où d'autres ne souhaitaient pas forcément aller. Ça a permis à Nourou de démontrer ses capacités de mener à bien un projet en zone difficile. Voilà, c'est un projet quand même d'une taille significative, électrification de zones périurbaines à Goma. Au-delà de Goma, comme je le disais, ils sont également l'exploitant d'un projet autour du parc de la Garamba. Et ils développent d'autres concessions en dehors du Kivu, dans une série d'autres zones, notamment urbaines et périurbaines. Voilà, nous on a été attirés justement par ce côté assez innovant de la proposition. Je pense que c'était un des premiers projets privés de mini-réseaux en RDC lorsqu'on a investi. Maintenant, quand vous évoquez le manque de potentiel photovoltaïque dans le Kivu, nous on regarde à plusieurs technologies, et donc le but naturellement c'est de s'assurer que la technologie est adaptée. Par exemple, ce projet dans le Kivu, il est aussi accompagné d'une capacité de stockage d'électricité, de batteries Tesla. À côté de cela, on regardera les projets hydroélectriques lorsque ça fait plus sens, effectivement dans des zones qui souffrent d'ensoleillement, des zones à plus fort potentiel hydroélectrique. Maintenant, comme je l'ai dit, les 15 millions disponibles seront consacrés autour des 5 zones que j'ai nommées, donc de nouveau qui vont au-delà du Kivu, où nous avons réalisé ce premier investissement. Je pense qu'il illustre notre capacité à catalyser des fonds et à permettre à des financeurs plus traditionnels d'investir dans des projets hors réseau, dans des zones compliquées, alors qu'ils n'auraient pas forcément fait si les institutions comme la nôtre n'ouvraient pas la voie. Merci beaucoup. On passe donc aux 2 autres questions. Okay. So thank you for the 2 questions about 650 project. We'll do it in 1.5 years or less 1.5 years. And this is the first step to adopt the project through ARI. These 650 projects can be applied
through the country or through the investor or financier. And this shows that we have a potential of projects in Africa, and this is the potential of this project represent about 650 projects. Merci beaucoup pour les deux questions que vous m'avez posées par rapport au mode de sélection de ces 650 projets. Donc, cela a été pris en compte et nous avons pu déceler que le pays africain avait des potentialités d'abord. C'est sur base de ces potentialités, je voulais dire, que nous sommes attelés sur la détermination de ces 650 projets. And these projects include renewable energy projects, include wind and solar and hydro, small and medium hydro. Et ainsi, ce projet comprend le projet de production solaire, projet de production aérienne, projet des hydroélectricités, ainsi que des mini-réseaux. Networks also for evacuating the renewable energy. Et aussi également pour les projets de disons, renouvellement, je voulais dire, d'énergie renouvelable, excuse. And interconnection projects also between countries. Et aussi bien que l'interconnexion entre les pays africains. And this 650 project is available for investment and we will present it to the financier in the next second phase of ARI. Yes. Of ARI. Et ainsi, ces projets d'investissement ont été déjà bien ficelés et ont été présentés chez les bailleurs et ce sera déjà pris en charge dans la prochaine réunion de ARE. For the 10 gigawatt, this 10 gigawatts financed through EU, France and Germany. Et ainsi, le projet relatif à ces 10 gigawatts a été déjà pris en charge au niveau de l'Union africaine par les billets de la France ainsi que de l'Allemagne. And local finance also from each country. Aussi bien que des bailleurs locaux sur l'espace de l'Union africaine dans ces pays. And most of them private sector participation. Ainsi, la plupart de ces bailleurs sont des bailleurs du secteur privé. About 18% of this 10 gigawatt already in Egypt. In Egypt, that's right. 18%, 1/8. Ainsi, déjà, par rapport à cette enveloppe, il y a déjà 18% d'investissement des fonds qui sont mobilisés au niveau du gouvernement égyptien. And in Egypt, it's totally private sector. Et ainsi, au niveau de l'Égypte, l'investissement a un caractère purement dans le secteur privé. Thank you. Merci. Ok, merci beaucoup. Vous avez un complément? Juste un petit complément parce qu'il a été demandé depuis quand est-ce que nous avons réussi à identifier les 650 projets. Donc comme j'ai dit, l'initiative a été lancée depuis 2015, donc à travers l'Afrique. J'ai envie de dire que 650 projets, c'est même très peu par rapport aux besoins et par rapport aux différentes capacités qu'on a. Donc ces 650 projets, comme l'a dit Dr Omran, sont passés en travaux et la labellisation a été validée uniquement sur 220 projets sur ces 650. Donc on va dire que c'est depuis 8 ans, donc depuis que l'initiative a été lancée, donc depuis 8 ans que nous avons réussi, via les différentes plateformes techniques créées, à recevoir 650 projets sur le continent. Merci. Merci beaucoup. Sur le temps qui nous a été accordé, il nous reste exactement 8 minutes. Alors, donc, top chrono pour la dernière séance des questions. Ma question est adressée à M. Collin. Il parlait des projets économiquement viables qu'il financerait. Est-ce que dans le contexte de la RDC, ils ont des critères qui sont objectifs et qui peuvent être connus d'avance pour que les demandeurs de financement puissent avoir accès à ces financements? Notamment parce qu'ils déploient les 5 zones citées sont des zones qui sont
rurales et dont les revenus des habitants seront probablement très pauvres, est-ce que le critère économiquement viable sera évalué de manière appropriée? Question? Il n'y a plus de questions? Je vais peut-être me permettre de compléter un peu la question après. Bon, alors, donc, j'aurais moi-même une question, donc voilà, je l'ai laissé pour la fin. On va peut-être demander à M. Collin de répondre tout de suite à la question. Alors, vous avez parlé des projets économiquement viables. Et est-ce que pour ces genres de projets, les critères sont connus pour y avoir accès? Surtout que vous parlez de l'implémentation de ces projets dans des zones rurales. Est-ce que vous avez des critères qui sont clairement énumérés et qui sont connus pour pouvoir y avoir accès? Je ne sais pas si vous avez la question. C'est bien ça? La question. Très bien. À vous la parole. Oui, merci beaucoup. Non, je pense que la question est tout à fait pertinente, effectivement. En fait, ce critère peut paraître assez vague et je pense que dans une certaine mesure, il l'est. Je pense que ce qui est important de retenir par rapport à cela, c'est que la viabilité économique, elle se mesure non pas sur les états financiers historiques ou réalisés, mais plutôt sur les projections. Et en fait, ce qu'on souhaite, c'est que à moyen terme, sur un horizon de 3, 5, 6 ans, il y ait une viabilité économique qui soit démontrée sous certaines hypothèses. Alors naturellement, on peut discuter longtemps des hypothèses. En général, en pratique, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se met autour de la table avec le portefeuille du projet, on regarde le plan financier à moyen terme, on regarde les hypothèses qui sous-tendent ce plan financier et on voit si effectivement il y a suffisamment grand d'atteindre justement cette viabilité économique à moyen terme. Naturellement, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que les zones dont on parle sont pour la plupart effectivement faiblement développées socio-économiquement. Donc naturellement, c'est aussi quelque chose dont on tiendra compte lors de l'analyse des dossiers. Nous n'avons pas de critères prédéfinis puisque c'est vraiment au cas par cas en fait qu'on peut évaluer cette viabilité. Dans un certain nombre de nos projets, particulièrement les projets en zone rurale, parallèlement en fait, aux investissements et aux financements qui sont faits par Electrify, il arrive très souvent qu'il y ait également des subsides ou des dons qui fassent également partie des sources de financement et qui permettent justement d'améliorer la viabilité économique des projets. Et donc, nous, on a aussi accès indirectement à différents partenaires qui fournissent ce genre de grants ou autres subsides et qui compensent justement souvent les faibles revenus des utilisateurs finaux et leur faible capacité à payer pour avoir un accès à l'électricité. Merci beaucoup, M. Collin. Et comme je le disais, je voudrais aborder moi-même une question. C'est peut-être pas une question, mais juste revenir un peu sur ce qui a été dit. Je m'adresse particulièrement à l'initiative africaine. La question qui a été posée par Madame la directrice générale, je voudrais revenir un peu là-dessus. Elle se demandait si le Congo était bel et bien sur la liste et comment les choses se passaient. Je pense qu'il y a un souci au niveau de l'ARI, disons-le. Il y a un petit souci de communication. Tel que l'initiative a été mise en place, je crois savoir que les représentants que vous avez cités là, si vous avez bien vu la liste, il y avait 5 points focaux. Initialement, je ne sais pas si c'est toujours le cas, ces 5 points focaux devraient représenter
les 5 sous-régions de l'Afrique. Ils avaient pour mission, chaque point focal qui représentait la sous-région avait obligation de faire le tour de sa sous-région pour pouvoir communiquer sur des projets qui étaient attendus de tous les pays de la sous-région représentés. Et je pense que ça part d'un constat. Si la DG a posé cette question, je pense qu'elle a totalement raison, parce qu'il y a un déficit de communication sur des projets qui devraient être remontés par des pays à travers les points focaux. Et ça, c'est un souci. Si vous avez parlé ici de 600 quelques projets, dont 200 quelques qui ont été réalisés, j'aimerais bien que vous alliez jusqu'au bout de votre idée de nous montrer un peu dans quelles zones ces projets ont été effectivement réalisés. Sans risque de me tromper, une bonne partie de ces projets, si je vois bien, c'est en Afrique de l'Ouest qu'ils ont été réalisés, ou peut-être un peu en Afrique du Nord. Et je pense que pour le cas de l'Afrique centrale, je ne sais pas si un certain nombre de projets ont été quand même réalisés pour le compte de l'Afrique centrale, dont je suis issu. Si on fait bien les comptes, je prends le cas du Tchad par exemple, d'où je viens, il y a un projet qui a été effectivement cité dans le cadre de ce que vous avez énuméré ici. Et ce projet jusqu'à aujourd'hui, qui a été présenté comme le projet modèle, il n'a jamais connu un début de réalisation. Mais toutes les fois qu'on fait des rapports, il est cité comme un projet déjà réalisé, alors qu'aucun financement n'a été sorti pour ce projet. Et je pense que c'est aussi le cas pour beaucoup d'autres pays, et d'autres pays de l'Afrique centrale qui n'ont même pas été informés du processus pour pouvoir faire remonter les projets. Je le dis avec d'autant plus de gravité que j'ai été le tout premier point focal de l'AREI pour l'Afrique centrale. J'ai participé à la mise en place des premiers textes fondateurs de l'AREI. J'ai participé comme membre du comité qui a coopté les premiers responsables de l'IDU. Et je ne sais pas par quel processus j'ai été éjecté de l'instance, mais ce n'est pas ici le lieu de régler ce compte, hein, mais je le dis parce que ce qui importe, c'est surtout les projets que l'AREI, parce que c'est quelque chose de formidable, l'AREI. C'est formidable. Et tous les pays de l'Afrique devraient en bénéficier. Mais on a comme l'impression que jusqu'à présent, les choses sont beaucoup plus orientées. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Parce que là, vraiment, il y a matière à discussion là-dessus. Alors, je vous remercie, mais moi, je vais commencer par la fin de votre propos. Vous avez dit, c'est une initiative formidable. Alors, moi, je vais attirer l'attention de la directrice de la régulation, sans pour autant mettre le pied dans peut-être quelque chose qui existe un peu partout dans nos pays. C'est que nous avons un point focal, comme je l'ai dit, en RDC, qui était présent ce matin et qui n'est pas là cet après-midi. L'AREI, malgré sa volonté manifeste de financer les pays, est obligée d'utiliser ce qu'on appelle la légalité, donc de passer par le point focal, les autorités de régulation, par les pays, et pas autrement. Donc, vous avez raison sur le point où vous citez des projets qui pourraient, parce que des plateformes peuvent être créées, disant de ministère à autorité de régulation que des projets ont été réalisés. Mais la seule plateforme officielle et reconnue par les bailleurs de fonds qui existent, c'est la plateforme www.are.info. Donc, moi, j'aimerais mettre au défi aujourd'hui quiconque de trouver via cette plateforme-là un projet qui n'a pas été labellisé et qui est bien évidemment mentionné dans la liste des 220 projets remontés au niveau de l'Union européenne. Concernant le Tchad, aujourd'hui nous avons un point focal donc, que j'ai cité tout à l'heure, ingénieure Béatrice. Qui ne participe même plus à vos réunions maintenant, depuis 2 ans. Alors là je ne sais pas vous dire parce qu'elle a été en formation par exemple il y a 2 mois à Paris pour les autorités de régulation. Et je suis un peu embêtée d'entendre ce que vous dites parce qu'en Tunisie, il y a 3 semaines, avec les rapports qui existent, elle était bel et bien présente.
Donc, je suis un peu embêtée de répondre non, parce que... Vous avez tout à fait raison de dire que vous êtes embêté. Je comprends, mais je sais que vous n'êtes pas la personne la mieux indiquée pour le faire. Voilà, de toute façon, aujourd'hui, moi, ce que je veux préciser, c'est que vous avez dit qu'il y avait 5 points focaux. Oui. Donc, il y a un IRATOM, c'est 5 membres du comité technique. Et sinon, vous avez par pays des points focaux. Donc, on n'a pas que 5 points focaux, enfin, on a plusieurs points focaux par pays. Par contre, nous avons 5 membres de comité technique. On a cité des présidents tout à l'heure, il faudrait préciser également, et je pense qu'on ne l'a pas dit, ni Dr Omran ni moi, que nous étions représentés par le président Alpha Condé, en charge de la région ouest africaine. Donc, je suppose que c'est de ça que monsieur voulait parler. Malheureusement, avec le coup d'État, la présidence a été prise en charge par l'Afrique australe. Donc, encore une fois, c'est une information que je trouve un peu erronée. Il n'y a pas que l'Afrique de l'Ouest qui bénéficie de l'initiative. Depuis 2 ans et demi, c'est le docteur Jacob qui est à charge en tant que président par intérim de l'ARI. Donc, nous avons le conseil d'administration avec l'Union africaine qui va se tenir pour nommer aujourd'hui le nouveau président de l'ARI. Et ce sera en marge de UNGA 77, qui est l'Assemblée générale des Nations unies qui sera aux États-Unis en septembre 2023. Donc je suppose que Dr Omran a quelque chose à rajouter au propos de... I would like to add a small point about the criteria for projects in ARI. Je voulais mettre un peu le point sur les I par rapport au comment est-ce que les projets sont pris en charge au niveau de l'ARI. The most important point is additionality, and the second point equality. Additionality, it must be a new project for Africa, and the equality must be equal between project must be equal between countries and between regions. This will look for projects in each region, and sometimes we refuse some projects in some regions, like North African countries. We said that it's enough for North African countries because they have enough of projects. Ainsi, nous favorisons, nous donnons l'opportunité à tous les pays, nous donnons la chance d'égalité à tous les pays pour que leurs projets soient pris en charge. Par exemple, la partie nord de l'Afrique, nous estimons qu'au niveau de l'Afrique du Nord, ils ont plus de projets qui sont implémentés. Donc, il y a cet élément d'égalité, de chance qu'on accorde à tous les pays membres de l'ARI. And personally, I refused a project for Egypt. Although I am representing Egypt, I refused one to Egypt because there is no additionality in this project. Ainsi, personnellement, moi, je ne copte pas les projets qui sont émis au niveau de l'Égypte parce que moi-même, je suis originaire et je crois que on développe déjà assez au niveau de l'Égypte. But we are ready, but sometimes the country is not ready because many times we ask for focal points for some countries, they give the focal points after many months. Nous, à notre niveau, nous sommes prêts à mettre en œuvre les projets, mais parfois quand on demande les points focaux dans les pays, et les temps où on fait la requête et les temps où on nous répond, parfois ça fait 6 mois ou 5 mois, et ça crée du retard dans le processus. And for DRC, we have active person as a focal points. We meet today in the morning, and also for Chad, we have a technical committee member from Chad. And the president of the Chad, one of the board of director for ARI. Ainsi, par exemple, pour la RDC, nous avons déjà un point focal que nous avons déjà, je crois que nous avons rencontré ce matin. Pour le Tchad, il y a aussi un membre du comité technique qui siège aussi au niveau de du conseil d'administration. Donc, c'est déjà structuré et mis en place. Thank you. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour finir, parce qu'on a débordé un peu sur le temps, il faut retenir tout simplement qu'il existe donc des sources de financement pour des projets. Il existe des organisations ou des organismes qui peuvent octroyer ces financements.
et de plus en plus de régulateurs sont présents dans nos pays, il est tout à fait normal que nous puissions nous intéresser à la connaissance de ces organismes qui existent et qui peuvent être des points de force pour des projets à réaliser dans nos pays, surtout en matière de projets hors réseau. Donc, il n'y a pas que les deux, c'est-à-dire Electrify et l'AREI, mais il y en a certainement bien d'autres. Et donc, il faudrait vous intéresser beaucoup plus à ça. C'est ce qu'on retient de cette session. Et en termes de communication, il faudrait aussi que les organismes qui existent puissent mettre en place des systèmes de communication qui puissent toucher tous les pays. Parce que si nous parlons de l'électrification hors réseau, cela s'accompagne des difficultés parce que c'est des zones qui sont reculées, quelquefois difficiles d'accès. Donc, une information, une communication très importante est attendue aussi de la part de ces organismes pour que l'Afrique puisse trouver gain dans ces financements qui existent et que nous soyons tous voilà, satisfaits au même titre. Merci beaucoup et nous avons débordé de 10 minutes. Je pense que vous allez nous pardonner cela. Et s'il n'y a pas d'autre chose, eh ben, je pense avoir accompli ma mission. Sur une note, peut-être pas. Merci.